si le dirigeant n'est pas en harmonie lui-même, n'est pas dans le bonheur, il est absolument impossible de développer un système. Donc il faut vraiment arriver à sortir des peurs et de la culpabilité. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour Valentin, bonjour Jean-Jacques. Comment vas-tu? Tu es en Guadeloupe toi en ce moment? Oui, je suis en Guadeloupe, là, à Sainte-Anne, à l'heure présente. Bon, super, et comment ça se passe pour toi? Déconfinement, reprise d'activité assez importante depuis cette semaine d'ailleurs, hein, depuis hier. Hier, on a vraiment eu un gros coup de boost, beaucoup plus de monde dans Jarry. Et on dirait qu'on retrouve une certaine normalité, en tout cas sur la partie Jarry. Je parle pas du tourisme, hein, c'est un autre problème. Et Justement, Francis, tu es dans quel secteur d'activité? Alors moi, je suis dans le e-commerce. En fait, alors je vous donne mon parcours vraiment très très rapidement. Ça fait 20 ans que je suis en Guadeloupe. J'ai dirigé plusieurs sociétés ici, dans différents secteurs d'activité. En 2010, j'ai créé un site internet de vente de pneus qui s'appelle Pneugom, que j'ai revendu à un grand groupe martiniquais. Et à la suite de cette vente, j'ai recréé un site internet qui s'appelle Toutila. Dont l'objectif est de devenir l'Amazon des DOM pour tout ce qui est maison, déco, bricolage. C'est un modèle économique qu'on a lancé il y a 2 ans. Et on essaye de l'implanter sur nos régions, ce qui n'a pas été chose facile au cours des 2 précédentes années, mais qui, avec la période Covid, a pris sa place en fait. Et on a de plus en plus de marchands locaux qui viennent proposer leurs produits sur cette plateforme. Alors pourquoi un Amazon antillais? La raison, c'est que moi, franchement, ça me gonfle, ça me gonfle qu'on n'achète pas local, quoi. Donc de faire venir des petits colis par la poste, s'affranchir des octrois de mer et droits de douane qui font vivre en fait notre territoire, je trouve que c'est terriblement réducteur et c'est terrible. Et donc il n'y a pas de raison qu'en Guadeloupe, on ne soit pas à même de pouvoir proposer une offre peut-être pas aussi large que celle d'Amazon, mais en tout cas qui tienne la route avec des prix qui s'en rapprochent. Et l'objectif, c'est de dire non, on va arrêter de surfer sur les vagues mondiales. On est un territoire à part entière. Il y a beaucoup de talents ici localement qui savent faire des choses et des belles choses. Hein. Je vous fais part du fait que la French Tech est implantée maintenant sur nos territoires, ce qui est un signe d'innovation importante qui se crée ici. Et l'idée pour moi, c'est au travers de Toutila, c'est de montrer qu'on est capable de rivaliser avec ces grandes plateformes, avec beaucoup moins de moyens, mais avec beaucoup d'énergie et d'énergie locale. Donc en fait, c'est une plateforme marketplace qui met en avant les produits des producteurs, ou des fournisseurs locaux, c'est ça? C'est ça. En fait, le problème qu'on a sur notre territoire, c'est que comme on est vraiment quand même un peu en retard au niveau numérique, l'idée c'était et qu'on est sur une zone de chalandise très très faible. Investir dans un site internet pour une entreprise, c'est pas toujours chose facile. C'est un coût d'entretien. Un site internet, ça coûte cher. Hein. Chaque mois, c'est des dépenses importantes. Et l'idée c'était de dire, proposons un outil sur lequel on puisse mutualiser ces moyens-là pour développer notre offre marchand, la mettre en ligne, et puis surtout pour le client ou le consommateur, c'est aussi de savoir à quel endroit se trouve le produit, parce que des fois on cherche quelque chose, il est en Guadeloupe, mais on ne sait pas où. Et l'idée d'avoir une plateforme qui réunisse l'ensemble des produits présents sur le territoire, moi ça me semble super cohérent, je rêve de ça, pas spécialement pour acheter sur cette plateforme, mais juste pour savoir où sont les produits. C'est quoi Parce que tu disais avec la pandémie, avec le Covid-19, ça avait permis de lancer un peu cette plateforme-là. Ouais, alors quand j'ai des victoires dans ce. Ouais, il y a eu. Alors, c'est vrai que quand on a lancé, je pense que c'était un tout petit peu trop tôt. C'est-à-dire qu'on a vous savez, les marchés sont très fermés chez nous. On a des habitudes.
c'est difficile d'en changer. Et puis quand ça marche bien comme ça, on cherche pas trop à la remise en question, on cherche pas trop le changement, ce dont tu parlais tout à l'heure. Et on reste sur nos habitudes. Et puis donc on n'a pas eu un retour très favorable des acteurs locaux pour rentrer sur la marketplace. Ils te voient un peu comme un concurrent. Ouais, comme un concurrent. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de donner un outil, et de le mutualiser parce qu'on n'est pas à même de pouvoir se le payer seul. Et donc le Covid a ramené une chose essentielle, c'est que les boutiques étaient fermées. Et on pouvait plus faire de ventes. Par Internet, on pouvait toujours faire des ventes. Avec nous, les services de livraison gratuits qu'on a mis en place au cours de cette période, on s'est aperçu, donc on a eu pas mal de demandes de marchands qui ont intégré le site, donc on a étoffé l'offre, on les a fait rentrer gratuitement puisque c'était la période qui voulait ça. Et puis surtout, ces petits commerçants, il fallait qu'ils puissent quand même vendre quelque chose pendant la période pour avoir un peu d'argent, quoi, tout simplement. Ouais, je pense que c'était gagnant-gagnant de faire ça. Exactement. Et donc ça a permis on a vraiment pas mal communiqué sur cette période-là. On a fait finalement un accroissement de chiffre d'affaires. Alors pas conséquent parce qu'on est une activité récente, donc on n'est pas sur des gros volumes de chiffre d'affaires, mais en tout cas on a vu qu'il y a le modèle économique avait du sens de pouvoir proposer une offre digitale en plus de ce qu'on fait de manière physique dans les showrooms ou les magasins. D'accord, donc, et vous continuez à livrer. Alors après le déconfinement, cette proposition commence tient toujours. Donc on a des acteurs locaux qui sont importants, qui rentrent dans le jeu. Ont compris qu'il y avait quelque chose à faire et que ça leur permettait d'accéder à Internet à moindre coût. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, de tester aussi l'impact Internet, de dire est-ce que sur une activité, si ça représente 1% de mes ventes, j'ai pas intérêt à créer mon site Internet, j'ai pas. Ouais, une petite coupure de la part de Francis. Il y a en commentaire, il y a Peggy qui est ici, que je salue, et qui demande d'ailleurs quelles sont les conditions d'adhésion à la plateforme. Alors, on pourra proposer la question à Francis, c'est qui revient. Ouais. Je suis désolé. Je suis en 4G là et donc ça passe super bien. On t'entend et on te voit super bien. D'accord. Il y a Peggy qui demandait quelles sont les conditions d'adhésion à la plateforme. Alors, il y a 3 types d'abonnements en fait. Il y en a un qui est gratuit en fait pour tester. Vous pouvez mettre une dizaine de produits, je crois, sur le site. Alors, les offres sont directement en ligne. Il y a un lien. À la rigueur, je vous le partagerai éventuellement si vous voulez pour souscrire. Et puis ensuite, selon le nombre de produits que vous voulez et l'accès à des places prioritaires, il y a des coûts d'abonnement qui sont mensuels. Quelqu'un qui prendrait un abonnement plein, je crois qu'il a un abonnement plein, il serait à 150 € par mois avec 4 mètres cubes de stockage. Voilà, c'est ce qui est quand même une super offre en fait pour un petit marchand qui n'a pas spécialement de place ou n'a pas de boutique. Nous, on fait et le stockage et la mise en ligne des produits. Donc il y a une double service. Pour 150 €, vous pourrez jamais trouver quelque chose de mieux. Et la livraison aussi, tu parlais de stockage. Tu proposes du stockage, de la mise en avant de produits donc sur une plateforme en ligne qui permet de vendre les produits et de pouvoir donc les gens peuvent acheter les produits directement sur la marketplace. Et à ce moment-là, vous pouvez les livrer, c'est ça. On les livre. En fait, il y a plusieurs canaux de distribution. Donc, il y a la marketplace en tant que telle, et on a aussi un système de vente privée. C'est-à-dire que si vous avez des produits, vous voulez faire des offres promotionnelles, un peu comme les têtes de gondole quand on est dans les grandes surfaces, vous pouvez le faire également. Et nous, on s'occupe en fait de toute la partie logistique derrière. Si vos produits sont stockés chez nous, c'est très très simple. Mais si vos produits sont stockés chez vous, dans ces cas-là, on va venir les récupérer pour aller les livrer aux clients, soit par une mise à disposition dans le Web to Store, puisqu'on a un showroom de 350 mètres carrés sur Wellbourg, à côté d'Orange, dans lesquels on expose, on est plutôt sur la partie déco que la partie bricolage, et puis ou sinon directement chez le consommateur par une livraison à domicile en respectant bien sûr les règles attenantes sanitaires liées au Covid. Et quels sont les types de produits que vous pouvez proposer? Parce que c'est la déco et les outillages.
aujourd'hui, le pôle fort sur lequel on a misé, alors pour avoir un pôle d'entrée physique, on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est et puis ça colle assez bien au moment, c'est que les gens vont vivre de plus en plus chez eux. Et donc comme moi, je suis assez, j'aime ce qui est beau. Enfin, beau, esthétiquement beau, on s'est dit avec une de mes collaboratrices, essayons de proposer le plus beau magasin de Lille. Alors, je ne sais pas si on a réussi ou pas. En tout cas, on est en passe de l'être, et en mettant en expo, en mettant en situation du mobilier, des meubles d'une manière un peu différente, et puis en plus en mettant en ligne ces produits également en vente. Donc on a la partie showroom aujourd'hui qu'on appelle le Web to Store, est plutôt axé sur la partie déco design. On a une architecte d'intérieur qui s'occupe de ça et qui est même à même de pouvoir prendre les projets et d'accompagner nos clients dans la remise en état ou une remise en beauté plutôt de leur chez eux. Ok, super. Donc, on a bien compris comment fonctionne l'entreprise. Il y a Peggy qui pose la question à Valentin. Est-ce que de 97.2, savoir si vous proposez des services aussi en Martinique ou pas? Ouais, alors, l'objectif, c'est ce que je dis. Toutila veut devenir l'Amazon des DOM en Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane. Notre ouverture, le site est déjà ouvert sur la Martinique, mais pas complet. J'ai ma directrice commerciale qui est en Martinique. On l'a fait exprès, on a fait un recrutement à distance, donc on fait du télétravail avec elle, et avec l'idée sous-jacente d'ouvrir vraiment sérieusement la Martinique dès septembre. C'est-à-dire qu'on va attendre le salon de l'habitat de Dillon, alors c'est septembre ou octobre, pour vraiment lancer nos activités. On est en train de préparer les commandes là pour stocker là-bas, et si tout se passe bien, je pense qu'on sera vraiment opérationnel pour les livraisons en octobre, novembre, on va dire fin d'année, comme ça on est plus large, avec présence par le site, mais une présence physique également. On est à la recherche de locaux d'ailleurs. Je lance un appel s'il y a des gens qui ont des locaux bien placés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Le locaux, n'hésitez pas à écrire à live@humansling.com, on fera la mise en relation, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Francis, est-ce que vous avez dû adapter, j'imagine, comme beaucoup, vos priorités? Vous avez sûrement un plan pour 2020, et pandémie oblige, confinement, déconfinement. Ouais, on s'adapte. Alors moi, j'ai toujours été très lean startup en fait. Donc quand il y a quelque chose quand j'ai un mur en face de moi, en règle générale, j'essaye pas de le détruire, quoi. Je fais demi-tour et j'essaie de contourner. Donc ça a toujours été ma philosophie d'être très très réactif, très agile en fait. Vous voyez, le modèle économique de Toutila, on était parti sur le bricolage, ça n'a pas super bien fonctionné au début. Hop, on a basculé sur quelque chose qui touche un peu plus les gens, sur la déco, etc. On n'a pas abandonné le bricolage, bien sûr, mais on s'est aperçu qu'il y avait une offre qui était plus importante et mieux structurée, en tout cas sur ces parties-là. Vous avez réussi à pivoter de cette manière. Voilà, on a pivoté. D'ailleurs, une petite anecdote, juste sans vouloir te couper, Francis, c'est ton idée, juste pour faire un petit clin d'œil. Lorsque je t'ai posé la question, Toutila, il y a des outils, tu m'as dit non, on l'a transformé, tout est là. Et je trouve ça très, très ingénieux de ta part de pouvoir rebondir sur toutes les situations, et ça montre cette agilité dont tu parles. Oui. Il y a aussi un truc qu'on observe, c'est qu'il y a souvent on va prendre du temps à choisir un nom. Et parfois, on peut simplement s'arrêter pendant des semaines, voire un mois ou plusieurs mois, pour dire je veux le bon nom, etc. Mais quand on regarde, un nom, il se fait. Et quand tu dis Toutila, là-bas, c'était pour des outils. Maintenant, ce n'est plus que ça, c'est le marketplace sur les DOM. Toutila, où tout est là, tu as pu l'adapter. Donc, quelque part, le nom, il se fait. Quand on regarde, est-ce que FedEx, c'est un beau nom? Je ne sais pas, mais par contre, c'est devenu ce que c'est parce que ils ont bossé, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais il y avait peut-être une prédisposition au nom. Peut-être que quand on l'a trouvé, on a quand même pas mal réfléchi. Il y avait de l'idée d'outils, de tools aussi. Il y avait l'outil, il y avait le nom il dedans. Et puis quand on a dit Toutila, on s'est dit ça a une petite consonance quand même
peu créole, tout etc. On s'est dit ça passerait bien, en plus avec des créoles qui sont un peu différents entre la Guadeloupe et la Réunion, enfin Guadeloupe, Martinique et Réunion. On s'est dit tiens, c'est compréhensible par tout le monde, et puis aussi en français classique, hein, ça se comprend bien. Et donc en fait, c'est vrai que la partie outils a été submergée par la partie tools a été submergée par tout en fait. Tout est là sur un marketplace. Donc le nom était prédisposé certainement à devenir à l'activité. On a une autre question en commentaire qui te demande est-ce qu'il y a un partage de valeur avec les différents distributeurs? Alors, l'idée, le partage, la valeur intrinsèque marchande, hein, c'est de dire que si nous on fait, alors il y a plusieurs choses. Par le biais de l'abonnement, nous on gagne en fait. C'est-à-dire que, imaginez qu'on ait 1000 marchands à, je sais pas moi, 50 € par mois. On a une partie de notre outil qui est déjà payé, ça c'est vraiment super, même si on fait pas de vente. C'est ça qui est sympa. Même si par exemple, on a un client qui s'appelle Point Cadre, qui a fait une opération de vente privée. On lui a mis le nom de son enseigne sur la vente privée et sur ses articles. Les gens peuvent acheter chez nous, mais peuvent aller directement dans sa boutique. Il a ce qu'il faut à 2 endroits sur l'île, et donc les gens peuvent aller directement acheter chez lui sans passer par nous. C'est aussi pour nous un moyen de faire connaître les marchands. Donc le partage de valeur est dans la connaissance d'une marque ou la connaissance d'un magasin. Pour nous, ça génère du trafic. Donc plus on génère de trafic, plus on peut le monétiser, hein, c'est toujours la même chose. Quand même, on reste sur des choses qui sont très très classiques. Et puis si on est dans le cadre de la marketplace, c'est-à-dire si c'est nous qui faisons la vente, donc effectivement on prend dans ces cas-là un pourcentage sur la vente pour pouvoir assumer les frais de livraison, pour pouvoir assumer les frais logistiques, etc. Et puis on va payer toutes les charges qui sont liées à l'entreprise. Ces taux varient selon les produits ou les catégories de produits entre 6 et 15%, quoi. Okay. On est des apporteurs d'affaires classiques, quoi, ni plus ni moins, quoi. Plus le marketing et la livraison, la logistique, parce que vous stockez aussi. C'est ça. Du coup, Francis, c'est quoi le plus gros challenge ou la priorité en ce moment? La priorité, c'est de nous faire connaître. En fait, aujourd'hui, c'est ce que je me dis, en tout cas sur la Guadeloupe, hein, on a le plus beau site internet qui puisse exister, en tout cas celui qui permet le plus de choses, c'est-à-dire que même les marchands ont un back-office, hein, les marchands peuvent créer leur propre boutique sur notre système. Enfin, on a vraiment un système qui est super complexe. On est capable de gérer toutes les routes, la complexité des liaisons entre les dépôts, les livraisons, etc. de manière quasiment automatique. Donc, on a le plus beau site. On a un des meilleurs emplacements sur l'île, sur le boulevard de Wellbourg, qui a été rénové en face de Blandin, à côté d'Orange. Enfin, vraiment, on est anciennement un bâtiment qui avait brûlé, dans lequel il y avait espace cuisine auparavant, qui a été entièrement rénové. On a un espace qui est juste magnifique, avec une visibilité exceptionnelle. Donc, on a 2 avantages énormes pour se faire connaître. On a et le lieu et le plus beau site internet. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça décolle pas. Donc non, ce qu'il faut, maintenant, c'est communiquer pour se faire connaître en masse. Voilà, je pense qu'on est aujourd'hui, c'est là-dessus où on doit travailler. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour ça? Alors moi, j'ai mis en place. Alors je suis très très réseaux sociaux. Je suis très très peu médias classiques, et pourtant je sais qu'il faut que j'y vienne. On a une petite équipe marketing avec une graphiste et une web marketeuse qui s'occupe d'animer les réseaux sociaux. Donc on est très très présent sur Insta, sur Facebook, sur WhatsApp aussi. On a quasiment tous les jours des actions de promotion sur les différentes activités qu'on a. Et je suis super content en fait de ce qui s'est passé pendant la période Covid, là où elles ont été super actives, et sur lesquelles on a lancé on a pu mettre en avant toutes les activités qu'on avait, et de négoce et de service. Ok. Il y a quelque chose que je peux partager peut-être avec toi, c'est effectivement aujourd'hui toute entreprise. Pendant un moment, tu sais, avec la French Tech, peut-être que tu as entendu parler de ça, mais on disait every company is a software company. Donc, toute entreprise est une entreprise de logiciels. Ouais. C'est l'avènement des data, du big data, où chaque entreprise, bon voilà. Donc effectivement, vous avez un outil qui
les opérations d'entreprise, ce que j'entends, sont complètement intégrées dans la plateforme, et le site web, et le back-office, et la gestion de la logistique, etc. Aujourd'hui, il y a un autre élément qui est que chaque entreprise doit être aussi une entreprise média, quelque part. Pas dans le sens où on va relayer de l'information, mais plutôt où il faut qu'on existe sur les différentes plateformes où les gens passent du temps, où les gens mettent leur attention. Donc, que ce soit évidemment sur les grandes plateformes de réseaux sociaux, mais même sur des plateformes qui sont montantes, éventuellement. Et il y a un élément cet exercice-là peut vite paraître épuisant. On peut vite se sentir dépassé, surtout par des petites structures. Et il y a un truc, c'est le paradigme de ne pas essayer de créer du contenu, mais de documenter. Donc, en fait, au lieu de s'arrêter et d'entamer des moments de création, qu'est-ce que je peux mettre sur les réseaux, ou qu'est-ce que je peux dire, et d'être pris un peu dans pour pouvoir aller plus vite, il y a un paradigme qui je trouve intéressant, c'est celui de se dire, bon, ben, je vais faire ce que je fais d'habitude, et on va essayer de documenter le plus possible le processus de tout outil-là. Et puis, dans les différents membres de l'équipe, par exemple, une idée pourrait être de dire, bon, ben, aujourd'hui, ça va être telle personne qu'on va suivre, et le lendemain, ça va être telle personne qu'on va suivre. Et en réalité, on n'est pas obligé de documenter une journée au complet, en prenant juste 30 minutes à 1 heure par jour, ou tous les 2 jours éventuellement. On arrive vite à énormément de contenu. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins. On a, par exemple, avec la petite équipe marketing, on a une personne donc qui fait de la photo et de la vidéo en interne. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tout simplement, faire de la déballe produit. Voilà. Comment ça fonctionne un produit, etc. Une petite vidéo qui dure 30 secondes, qui est publiée. Voilà, on a créé un contenu. Je te rejoins totalement sur cette idée d'agilité de la communication, de dire on est en temps réel, on est effectivement une entreprise média, et il se passe quelque chose, voilà, on partage, et puis ça plaît, c'est génial, et puis si ça plaît pas, c'est pas grave, on aurait essayé au moins. Ouais, il y a quelque chose qui est... Il y a un gars que je suis beaucoup, et vous le connaissez peut-être, ceux qui nous regardent, c'est Gary Vaynerchuk, qui a VaynerMedia, qui est à New York, qui est on pourrait dire le gourou du marketing sur les réseaux sociaux en ce moment, et depuis plusieurs années. Et en fait, il y a un élément qui dit, c'est souvent on va essayer de mettre en comparaison la qualité et la quantité. Et il dit, attention, sur Internet, c'est pas la qualité qui gagne, c'est la quantité. C'est vrai. Alors, moi, j'ai un peu, ça a un peu tiqué dans ma tête, ça me dérangeait quand même. Parce que je me disais, on va pas juste faire plein de choses, mais qui sont de qualité faible. Et en fait, la qualité, souvent, quand on va parler pour créer du contenu, ça va être, OK, mais quelle caméra on va utiliser? Est-ce que l'éclairage est bien? Est-ce que on veut que ce soit tout parfait, tout léché? La qualité ici, il dit, c'est pas nécessairement la qualité de production du contenu, mais c'est plus la valeur ajoutée qu'on apporte dans le contenu. Même si c'est une vidéo qui est filmée sur notre téléphone vite fait le matin. Voilà. Et un autre élément aussi pour toi, puis aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est la quantité permet de trouver la qualité. En fait, sur les réseaux sociaux, plus on est capable de poster, de publier du contenu, du coup de documenter et de créer, mais plus vite on va être capable de voir, OK, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, on va pouvoir adapter et mieux comprendre. Le marketing, quelque part, c'est beaucoup d'expérimentation. Ouais. Je te rejoins totalement. Hein. On est rentré dans une phase où on voulait beaucoup de qualité, beaucoup de services, etc. Ce qui est certainement très bien pour générer de la valeur. Maintenant, ce qui est important, hein, le business, ça reste toujours un truc très très classique. Hein. On répond à l'attente d'un marché, quoi. Et à partir du moment où on répond à l'attente de ce marché, même si on n'est pas très bon, même si on est un peu moyen, à partir du moment où le marché est là, ça fonctionne.
Voilà. Et ce qui est important dans tout début d'activité, et ça rejoint ce que tu dis sur la partie média, l'idée, c'est pas de faire la vidéo la plus léchée, c'est de faire la vidéo que le marché attend, enfin que les consommateurs attendent. Et si tu arrives à piquer juste, et ben dans ces cas-là, tu as effectivement une chance de faire un petit buzz et puis de créer une e-réputation qui drainera du trafic sur ton site. Mais je reviens toujours, hein, le marché et reste le roi. Et tant que vous proposez pas quelque chose qui correspond à l'attente du marché, bah, ça marchera pas. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a un autre challenge que tu vois à part dans l'idée de se faire connaître? Est-ce qu'il y a peut-être autre chose que vous avez essayé par le passé qui n'a pas fonctionné ou que vous êtes en train d'essayer au-delà des réseaux sociaux? Ouais, alors non, je dois dire qu'à chaque fois déjà que tu agis, tu participes à la création du système. C'est-à-dire qu'un système naissant, alors Toutila, pour moi, c'est une entreprise qui démarre de zéro. Vraiment, on repart, un nouveau nom qui n'existe pas, un concept qui n'est pas encore appréhendé sur nos territoires. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir comme un jeune entrepreneur. Prends ton sac à dos et puis tu rames et puis tu en parles à tout le monde autour de toi et puis tu dis qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça, et puis les gens sont plutôt encourageants en général. Ils disent ouais ça va être bien, et là tu leur demandes mais vous pouvez en parler autour de vous, et puis petit à petit on commence à se dire tiens tout là c'est quoi, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font, je suis passé devant chez eux, etc. Ouais. Et puis un jour on s'arrête puis on dit mais c'est bien, mais je vais en parler et voilà. Voilà. Et donc, toute entreprise va mettre 2, 3, 5 ans, 10 ans même pour arriver à maturité selon ce qui est. Mais ce qui est sûr, c'est que toute action, moi, on m'a toujours dit, hein, si tu veux que ton entreprise ne marche pas, surtout ne parle pas d'elle. Voilà. Donc, plus tu parles de ton entreprise, plus tu as de chances qu'elle ait une résonance. Et il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte de ce qu'on fait, hein. Même si on se plante. Hein, moi, je dis des fois, je me suis peut-être que c'est pas bon, etc. Puis allez, on verra. Et puis si c'est pas ça, on s'adaptera. Mais au moins j'en parle. Ouais, 100%. Je pense que c'est une attitude. Faut que tout entrepreneur puisse en prendre note en fait, parce que c'est souvent dans ce qui va nous empêcher d'avancer, c'est la peur du jugement, le regard des autres en fait, et se dire ouais mais si je fais ça, si je poste ça, si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Exactement. Ouais, est-ce que je vais pas paraître ridicule donc on a toutes ces peurs là qui finalement on nous empêchent d'avancer, et effectivement on parle pas de notre boîte pendant tout ce temps-là quoi. C'est super important ce que tu dis, hein. Moi je reviens, on a 2 freins en tant qu'entrepreneur, il y a 2 freins majeurs qu'on peut avoir dans nos développements. C'est la peur. La peur du regard des autres. Et c'est la culpabilité, des fois. Si je vais gagner de l'argent ou tout ça, etc. Ça fait partie des choses où je sais pas, on peut avoir des sentiments de dire ah ouais, mais j'utilise des gens, peut-être que c'est pas bien, etc. Non, en fait, il faut vraiment sortir de là. Il faut vraiment se défaire de l'affect qu'on a par rapport à une fonction d'entreprise, à un système, et se dire je suis pas l'être émotion que je suis en tant que dirigeant. J'ai une part de fonction, et ces fonctions-là, elles sont là pour assumer un système, essayer de le développer, faire en sorte qu'il soit cohérent, qu'il soit joyeux aussi, hein, ça fait partie du jeu. Mais si le dirigeant n'est pas en harmonie lui-même, n'est pas dans le bonheur, il est absolument impossible de développer un système. Donc il faut vraiment arriver à sortir des peurs et de la culpabilité. Et moi j'ai un truc, je me base toujours sur un modèle pour justement pour ne pas subir l'oppression des autres. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, j'ose pas parler de ma société parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi, ou est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et en fait, je dis un truc qui est assez simple, qu'on m'a appris il n'y a pas très très longtemps. Je dis stop. Savoir taire l'oppression des proches. Stop. S-T-O-P. Savoir taire l'oppression des proches. Et à partir du moment où vous avez ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous donne un conseil, qui peut être positif, qui peut être négatif, ce conseil,
il va être fluide sur vous, il va passer et vous n'allez pas en prendre compte. Et du coup, vous allez pouvoir vous exprimer et faire ce que vous avez envie de faire par vous-même et pas dépendre des autres. Ça, c'est intéressant, je trouve. Donc, quand ça arrive et que comment tu l'utilises, ce stop-là? Dès que tu es témoin que tu commences à être soit dans un peu de culpabilité, ça commence à monter, tu dis stop. Ouais, et puis après, c'est aussi savoir. Alors, je vais plus loin, c'est savoir aussi analyser les comportements qui sont oppressants autour de toi, les comportements dits toxiques. J'en ai une liste complète. Je veux gueuler, des gens qui gueulent, des gens qui imposent, des gens qui menacent, des gens qui font la leçon en disant il faut pas que tu fasses comme ça, des gens qui dramatisent tu vas pas faire ça, fais pas ça, mais surtout pas, ça va pas bien se passer, des gens qui sont négatifs, non, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, qui répondent pour toi, ouais mais il fait ça comme ça, etc., qui critiquent, qui dévalorisent, qui manipulent, qui infantilisent. Voilà, et les pires, c'est ceux qui mentent et qui boudent. Voilà, tous ces comportements, ils sont toxiques. Alors, on les a tous. Là, quand je cite ça, moi, il y en a quelques-uns, des fois, je me les approprie. Il n'y a pas photo. mais voilà. Mais on est tous concernés par ça. Et ben, quand vous voyez ces comportements-là chez vous ou chez les autres, là, vous devez avoir une rupture mentale pour dire non, j'en tiens pas compte. Le gars à côté, il est dans une émotion particulière, mais ça n'a pas d'impact sur moi. C'est pas moi que ça vise. Je trouve ça fascinant comment l'entrepreneuriat et quelque part avec Humanslink, on est très fort dans le développement personnel et dans comment on peut devenir meilleur nous, chaque individu. Quelque part, je trouve que l'aventure entrepreneuriale ou l'aventure du chef d'entreprise, c'est un chemin où le développement personnel et la connaissance de soi, la conscience de soi est primordial. Je trouve que souvent l'entreprise va être limitée avec notre capacité, c'est-à-dire que l'organisation, cette entité, va être limitée dans son évolution par l'évolution individuelle en fait du chef d'entreprise, mais pas que, de son équipe aussi. Et tout à l'heure, tu disais, sans le dire, mais quelque part, tu sais, il faut d'abord être heureux pour réussir, plutôt que de réussir pour être heureux. Ouais. Alors moi j'ai une super petite phrase là que j'essaye de m'approprier en permanence. Alors, je vais essayer de la retrouver parce que je la retiens jamais. Il faudrait vraiment que je me la prenne par cœur. Ne rien vouloir de plus que de partager son bonheur avec ceux qu'on aime ou avec ceux avec qui on travaille. Et cette idée-là, il y a une idée sous-jacente dessus, c'est que le bonheur ne vient pas des autres, le bonheur ne vient que de vous. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous trouver vous-même. Et puis, si vous êtes heureux, de faire ruisseler ce bonheur sur les autres. Mais vous apporterez pas le bonheur à quelqu'un et personne ne vous apportera votre propre bonheur.